capsule, on va explorer pourquoi c'est mieux de ne pas évaluer l'attention de façon isolée. Un trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, est toujours enraciné dans des mécanismes plus larges. Inhibition, flexibilité, mémoire de travail, gestion de l'effort, régulation des émotions. On va voir comment ces systèmes s'influencent mutuellement. Comment une fluctuation de l'attention peut faire vaciller la compréhension, la mémoire, la vitesse de traitement. Et pourquoi une évaluation qui est centrée uniquement sur l'attention laisse une partie importante du portrait dans l'ombre. Le but, c'est de comprendre que le TDAH, pas comme un défaut de l'attention, mais comme un profil cognitif complet. Contrairement à ce qu'on peut penser généralement, le trouble du déficit de l'attention, en fait, ce n'est pas seulement un trouble d'attention. En fait, même les experts nous disent plutôt que c'est un trouble des fonctions exécutives et que les difficultés d'attention sont secondaires aux difficultés exécutives. Alors, pourquoi? Premièrement, des études, des méta-analyses, donc des études qui analysent un ensemble d'études scientifiques, indiquent que de 80 à 95 % des gens qui ont été identifiés avec un trouble du déficit de l'attention ont aussi des troubles des fonctions exécutives. Et là, cette variabilité-là, bien, elle est peut-être purement méthodologique, parce que certains vont dire que le trouble des fonctions exécutives, justement, est à la base des difficultés attentionnelles. Donc, dans à peu près tous les cas, les deux apparaîtraient toujours ensemble. Ils seraient comorbides. Donc, c'est quoi les fonctions exécutives? Bien, on les décrit souvent comme le petit chef d'orchestre dans notre tête. Les fonctions exécutives, on les associe généralement à la région frontale du cerveau et ce sont ces capacités qui viennent coordonner, qui viennent organiser l'information, qui viennent établir les priorités. Donc, à l'intérieur de cela, il y a trois piliers. Évidemment, les fonctions exécutives, c'est plus que ces trois piliers-là, mais à la base, il y a la flexibilité mentale. Donc, la flexibilité, c'est quoi? C'est de pouvoir faire une tâche et de passer à une autre tâche. Donc, dans une conversation, je peux passer de l'anglais, par exemple, au français. La flexibilité aussi est accompagnée de l'inhibition. L'inhibition, c'est un contrôle. Comme par exemple, lorsque un enfant va apprendre à écrire en lettres attachées, souvent, il a appris en premier lieu à écrire en lettres carrées. Mais ce qui revient naturellement, c'est son premier apprentissage, donc il doit l'inhiber. Ou quand je viens pour dire la première idée qui me passe en tête, mais je me dis « Oh, c'est peut-être pas la meilleure », donc je dois l'inhiber, je dois me retenir. Et troisièmement, le troisième pilier, c'est la mémoire de travail. Ça, bien, si j'étais un ordinateur, on appellerait ça ma mémoire vive. C'est l'information que je garde en tête à un instant donné pour pouvoir réfléchir avec cette information-là, pour traiter l'information. Comme par exemple, lorsque je dois résoudre un problème mathématique, je dois garder le produit, donc d'une multiplication, et après cela, diviser ce produit avec un autre nombre. Ou lorsque je lis, je dois me rappeler de ce que je viens de lire, tout en faisant de la lecture. Je fais les liens au fur et à mesure et j'anticipe ce qui vient. Et je réfléchis sur cette information-là. Et pour cela, je dois utiliser ma mémoire de travail. Alors, on croit que l'attention et les différents processus d'attention, parce que plusieurs processus d'attention, dont l'attention sélective, l'attention divisée, l'attention soutenue, entre autres, mais dépendent de ces trois piliers-là, l'inhibition, la flexibilité et la mémoire de travail. Donc, évaluer seulement une composante de l'attention, bien, en fait, ça fait en sorte qu'on vient faire ombre à tous ces autres processus-là qui peuvent avoir un impact réel sur l'apprentissage. Et plus encore, ce qu'on réalise, c'est que le profil d'une personne avec un trouble du déficit de l'attention, son profil cognitif varie beaucoup. En fait, le profil cognitif du TDAH est très différent d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ils auront plus de mal à identifier ce qui est important, ignorer ce qui est moins important. Donc, l'attention sélective, et à la base, si l'attention sélective elle est atteinte, bien là, on va perdre plein d'informations. Pour d'autres personnes, l'attention sélective elle est bonne, mais c'est qu'elles n'arrivent juste pas à maintenir leur attention sur la même tâche pendant une plus longue période de temps. Et il n'est pas rare de voir que des gens
avec un TDAH ont des difficultés d'organisation, de gestion, soit de l'information, soit du temps, qui sont un peu éparpillés. Et ça, bien, au cœur de cela, c'est encore les fonctions exécutives. Donc, une évaluation qui s'intéresse seulement à l'attention et qui met de côté les fonctions exécutives fait en sorte qu'on passe à côté de tout un volet, mais qui a un impact direct sur l'apprentissage. Mais surtout, si on s'intéresse au TDAH, on doit s'intéresser à l'impact que ces difficultés des fonctions exécutives et, par conséquent, ces difficultés d'attention ont sur l'apprentissage. Parce qu'un des facteurs les plus importants en l'apprentissage, c'est de mémoriser. Donc, si je ne suis pas attentif, bien, un des facteurs clés ou un des impacts clés, c'est que je n'arriverai pas à mémoriser. Donc, on va dire, l'enfant a du mal à apprendre, a du mal à se souvenir, a du mal à se rappeler, parce qu'une des portes d'entrée principales est atteinte. Donc, c'est important, lorsqu'on veut étudier et lorsqu'on veut comprendre le TDAH d'une personne, de comprendre l'impact du TDAH et des difficultés avec les fonctions exécutives sur la mémorisation, mais aussi sur la compréhension. Parce que parfois, des difficultés de compréhension en lecture ne relèvent pas de difficultés de lecture, mais relèvent d'un trouble des fonctions exécutives de planification, d'organisation, d'inhibition, de flexibilité, d'attention sélective, d'attention soutenue. Et c'est là que l'évaluation en neuropsychologie, pour moi, est critique. Parce qu'ici, on vient voir un portrait global des différentes fonctions du cerveau. Les différentes fonctions du cerveau qui, à la base, donc, sont liées ou dépendent des fonctions exécutives, dont les capacités d'attention, mais aussi tous les volets de l'apprentissage qui sont influencés par ce chef d'orchestre qui est un petit peu moins efficace, qui est un petit peu moins fluide et qui vient affecter l'attention, qui vient affecter la mémorisation, l'apprentissage en lecture et notre capacité parfois même de faire des liens à cause d'un petit chaos exécutif dans le cerveau. Et donc, l'évaluation en neuropsychologie nous permet de voir qu'est-ce qui est à l'origine des difficultés scolaires et qu'est-ce qui est réellement à l'origine de mon trouble du déficit de l'attention. Et c'est quand on comprend cela qu'on arrive à mieux intervenir, qu'on arrive à mettre en place en classe les stratégies qui vont permettre à l'étudiant d'apprendre de façon plus efficace, mais c'est aussi ça qui va aider des intervenants comme des orthopédagogues ou même des orthophonistes à mettre en place les stratégies les plus efficaces pour aider le jeune à apprendre à lire, apprendre à écrire, lorsque l'attention et les fonctions exécutives jouent un rôle plus particulier sur ces apprentissages-là. Donc, si ce sujet vous intéresse et que vous voulez en comprendre plus, en connaître plus sur le cerveau, bien venez décoder le cerveau avec moi sur ma chaîne YouTube. Ensemble, on regarde, on se penche sur différentes questions liées aux apprentissages, aux troubles d'apprentissage et sur la santé du cerveau en général.